Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Le 4 décembre 1891, à 4h40, Delphine Oudre, domestique, rentre après avoir fait quelques emplettes. Elle loge avec sa patronne au 42 boulevard du Temple à Paris. Avant de monter à l'appartement du premier étage, elle cause quelques instants avec le concierge qui lui raconte la visite d'un inconnu. « Il y a quelqu'un avec madame ?» demande Delphine, étonnée et inquiète. « C'est inhabituel et embêtant car monsieur son frère lui a recommandé de ne jamais la laisser seule. » Delphine monte donc aussitôt à l'appartement et sur le palier prête l'oreille. Aucun bruit de voix, rien qui fasse pressentir la présence d'un visiteur. Elle entre. Elle ne perçoit d'abord rien d'anormal. Tout est en place. Elle va donc directement à la cuisine déposer les provisions. Mais saisie d'un pressentiment, Delphine commence à parcourir les diverses pièces. Le salon et la salle à manger sont vides. Puis elle entre dans la chambre du fils de sa patronne. Un homme est en train de fouiller le coffre-fort qui s'y trouve. Il ne la voit d'abord pas, mais elle distingue très bien derrière lui le corps de sa patronne, Madame Delard, étendue dans une mare de sang. Un cambrioleur, une morte, et peut-être une seconde, c'est bien le début d'une sale affaire. Delphine ne peut retenir un cri. Aussitôt, l'homme se retourne et se jette sur elle, la blesse au cou avec son couteau. Elle tombe inanimée. Quand elle revient à elle, plus morte que vive, l'homme n'est plus là. Rassemblant les forces qui lui restent, elle parvient à ouvrir la fenêtre donnant sur la cour et par ses cris à prévenir les voisins. Des flots de sang s'échappent de sa bouche et coulent sur le mur. Les illustrateurs de presse feront bon usage de ce détail. La bonne du locataire du rez-de-chaussée qui met sa tête à la fenêtre pour voir d'où proviennent ces clameurs désespérées est éclaboussée par un jet de sang. Elle voit Delphine cramponnée à la barre d'appui de la fenêtre qui montre désespérément du doigt le porche de l'immeuble en criant. Elle distingue les mots « assassin »,« voleur » et sans doute « arrêtez-le ». Au même instant, un jeune homme arrive dans la cour, débouchant du vestibule de l'escalier principal. Il marche d'un pas mesuré, sans se hâter, et porte une serviette porte-documents sous le bras. Il croise la fille des concierges et lui dit d'un ton très calme qu'elle devrait fermer sa porte, car il y a des voleurs dans le quartier. Puis il sort tranquillement sur le boulevard du Temple. Monsieur Blavier, ancien officier de paix qui habite l'immeuble, se précipite car il a entendu les cris de la domestique. Mais le temps de descendre et de se faire indiquer la direction prise par l'homme, il est déjà hors de vue. Et voilà la pauvre Delphine, ruisselante de sang, qui descend l'escalier et parvient dans la cour. Plusieurs locataires la reçoivent dans leurs bras et l'assoient sur une chaise. On la presse de questions, mais elle ne peut articuler que quelques mots comme « couper le cou » et « billet de banque ». Une voiture à cheval des ambulances urbaines ne tarde pas à se présenter et la transporte à l'hôpital Saint-Louis. Son état semble très grave. Cependant, un gardien de la paix est allé prévenir M. Vérillon, commissaire de police du quartier. Il monte aussitôt chez Madame Delard, la baronne Delard, et la trouve dans la chambre de son fils, au pied de son lit, la gorge complètement tranchée. Sa tête baigne dans une large mare de sang. Elle a dû être frappée sur le lit car les couvertures sont ensanglantées. Dans la salle à manger, on trouve une lampe brisée et l'instrument du crime, un couteau de cuisine à manche noire et à lame très effilée. Elle porte la marque FN surmontée d'une petite couronne. L'assassin a ouvert les tiroirs d'un chiffonnier dans la chambre de la baronne, mais dérangé par le retour de la bonne, il n'a rien emporté.
Sur le parquet, on trouve des bijoux retirés de leurs écrins, les croix et les médailles du défunt colonel baron Delard, dont celle de commandeur de la Légion d'honneur, et un étui renfermant 180 francs en or. Alors que sur le boulevard, les curieux s'amassent devant le 42, arrivent messieurs Lefuel, substitut du procureur, Poncet, juge d'instruction, Goron, chef de la sûreté, et Sauquet, médecin légiste. Les premières constatations durent jusqu'à 11 heures du soir et on procède déjà à une première reconstitution du crime. On conclut que la baronne a été frappée au moment où elle traversait la chambre de son fils pour reconduire le visiteur jusqu'à la porte de l'escalier de service. Puis il a entendu du bruit, s'est trouvé face à face avec la bonne et lui a porté un violent coup de couteau avant de descendre. Il semble évident que le crime a été commis par quelqu'un qui connaît la fortune de la baronne et qu'il a été prémédité. Les magistrats s'emploient à faire de minutieuses constatations dans l'appartement du crime. On a trouvé sous un meuble de la salle à manger un gant de peau de la main droite couleur brun-rouge qui semble avoir été abandonné par l'assassin. On a ensuite photographié le cadavre de la victime sur le lit même où elle a été tuée, puis les différentes pièces de l'appartement. Un architecte de la police en a relevé le plan. On a également photographié la cour de la maison, le vestibule de l'escalier principal et l'escalier de service. Ces photographies et ce plan serviront au juge d'instruction à reconstituer d'une façon exacte la scène du crime et à retracer le parcours de l'assassin dans l'appartement. Delphine Houbre se trouve toujours à l'hôpital Saint-Louis, lit-on dans le quotidien Le Matin, dans le service du docteur Péan, lit numéro 21, de sorte que si vous désirez aller la voir, vous savez où la trouver. Aucun organe vital n'a été atteint. L'artère carotide n'a été qu'effleurée par le couteau de l'assassin. Les journaux qui ont titré sur un double meurtre boulevard du Temple en sont donc pour leurs frais. La bonne vivra, elle a même déjà été interrogée par M. Poncet, juge d'instruction. Elle retrace les événements tragiques qu'elle vient de vivre avec moult détails et fournit un signalement de l'assassin qui correspond à celui donné par la fille des concierges et par la bonne du deuxième. La jeune femme originaire des Vosges n'est au service de la baronne que depuis 8 mois. Elle est travailleuse et dévouée, d'une moralité et d'une probité exemplaires. Donc aucun soupçon de ce côté. Par contre, le journal Le Matin a déjà une autre piste. Dès le 6 décembre, 2 jours après l'assassinat, il fournit un grand nombre de détails sur l'ancienne domestique de la baronne, une certaine Madame Cadoret, qui est restée au service des époux Delard pendant 40 ans. Je vous en fais grâce, mais c'est impressionnant de précision. Voilà ce qui, selon elle, s'est déroulé dans la demi-heure qui a précédé le crime. La baronne Delard, avant d'habiter 42 boulevard du Temple, habitait 6 rue des Filles du Calvaire. Vers 4 heures de l'après-midi, un homme entre dans l'immeuble 6 rue des Filles du Calvaire et se dirige sans hésiter vers l'escalier de gauche qui conduit vers l'ancien appartement de la baronne. Il monte. Quelques instants après, il redescend, nerveux et agité, et donnant des signes de vive contrariété. Il s'adresse à l'homme dans la loge, demandant après Madame Cadoret, puis après Madame Delard. L'homme lui répond qu'il ne les connaît pas, mais qu'il n'est pas le concierge. Celui-ci est parti chercher son fils à l'école communale. Il va revenir dans un instant, il n'y a qu'à l'attendre. L'inconnu attend 10 minutes le retour du concierge, qui l'informe que la baronne a déménagé et qu'elle habite désormais 42 boulevard du Temple. 30 minutes plus tard, la baronne est morte, chez elle, 42 boulevard du Temple. Voilà la description de l'homme en question, selon les témoins qui lui ont parlé. De taille moyenne, maigre, le visage pâle, il porte une petite moustache, un pardessus gris-bleu, un pantalon gris et un chapeau haute forme. Il tient à la main un parapluie et sous le bras une serviette d'avocat, une sorte de porte-document. Cette description très précise recoupe en tout point celle des autres témoins. Pas de doute possible, c'est l'assassin. De toute évidence, il ignorait le déménagement de la baronne. Il
Il la connaissait donc du temps où elle habitait rue des Filles-du-Calvaire, mais ne l'a pas revue depuis qu'elle vit boulevard du Temple, où il n'est pas revenu chez elle. La police va donc fouiller le passé de la baronne. Mais elle suit aussi d'autres pistes. 2 agents arrêtent par exemple un jeune homme bien mis qui stationne avec d'autres curieux devant l'immeuble de la rue du Temple. En effet, le concierge affirme qu'avant-hier, ce même jeune homme s'est présenté 3 fois à sa loge sous des motifs différents. Il est bien possible qu'il fasse le guet. La police entend également le témoignage d'un certain monsieur Allier, rentier demeurant l'immeuble. Il affirme qu'un individu correspondant exactement au signalement de l'assassin est venu chez lui pour lui vendre des brûleurs à gaz. Et voilà qu'un cocher de fiacre se présente. Il affirme que le jour du crime, entre 4h30 et 5h du soir, un homme en tout point semblable au signalement l'a hélé à l'angle du boulevard de Strasbourg et du boulevard Saint-Denis. Il paraît alors essoufflé comme après une longue course à pied. Il veut se rendre à la gare Saint-Lazare, mais refuse de monter à l'intérieur du fiacre sous prétexte qu'il a trop chaud. Il prend place à côté du cocher. Durant le trajet, il montre des signes d'impatience quand le fiacre est pris dans les embarras de voiture. Il semble très inquiet. Ce même homme agité aurait été vu dans un train pour Dieppe. Une autre piste se dessine autour du couteau, apparemment neuf. 35 cm au total, dont une lame de 20 cm de long, manche en ébène. Il porte la marque d'un fabricant de Châtellerault, mais les initiales FN qui se trouvent sous la couronne sont celles d'un détaillant. Or, on n'a trouvé à Paris aucun coutelier qui marque ainsi ses marchandises. Mais c'est un modèle qu'on trouve communément dans les bazars pour 1,25 franc, affirme le journaliste. Monsieur Bertillon l'a photographié pour l'envoyer à tous les parquets de province avec prière de le présenter à tous les fabricants de coutellerie dépendant de leur circonscription judiciaire. On imagine le travail de fourmi. Ah, il y a aussi ce passant qui apporte à la police un gant de la main gauche. Il est très usé et ferait bien la paire avec celui ramassé sur le lieu du crime. Mais est-il possible de ramasser 2 jours après le crime le gant de l'assassin ? Les rues sont balayées tous les jours. Il faudrait que l'assassin soit revenu quasiment déposer ce gant compromettant aux yeux de tous. On est d'autre part sur la piste d'un parapluie déposé chez un marchand de vin la veille du crime par un inconnu suspect. Il a parfaitement été reconnu par M. Taquet, ancien vice-président de la Chambre syndicale des eaux gazeuses, ainsi que par sa servante, comme appartenant à un individu qui est venu chez lui sous un prétexte futile. Et cet inconnu ressemble aussi, bien sûr, à notre suspect, et donc à celui qui s'est présenté chez M. Allier, celui des brûleurs à gaz. En vérité, c'est comme si la moitié des Parisiens correspondait au signalement de l'assassin. On le voit partout. Ce qui fait un grand nombre de pistes pour M. Vérillon et les agents de la sûreté qui recoupent les témoignages et établissent les emplois du temps des acteurs du drame. C'est chronophage et minutieux, mais voici à quoi ils aboutissent. L'inconnu arrive à 4h05 au 6 de la rue des Filles-du-Calvaire. Il en repart à 4h17. Oui, 17. À 4h25, il est boulevard du Temple. À 4h45, il prend la fuite. Il est cependant difficile de se faire une opinion précise sur le caractère de l'assassin. Est-ce un cambrioleur ? Un agent d'affaires ? Un négociant peut-être ? Sur la foi d'un témoignage, la police se présente chez un homme identifié comme l'inconnu qui s'est présenté chez M. Allier pour les brûleurs à gaz et chez M. Taquet. On l'interroge, mais aux explications qu'il fournit, on se convainc aisément qu'on est en présence d'un très honorable représentant de commerce dénoncé par erreur. En fait, il n'est pas le seul à subir une dénonciation un peu rapide de quantité de témoins, sans doute de bonne foi, mais un peu trop pressés de faire partie du drame. Le commissaire Duranton fait arrêter un certain Octave Midi, mais le relâche bientôt car aucun des témoins ne le reconnaît.
Midi proteste bien sûr énergiquement contre son arrestation arbitraire, sa détention et cette dénonciation ridicule. En vérité, le nombre des dénonciations est incalculable. Toutes les personnes qui ont reçu ces derniers temps la visite de représentants de commerce, de courtiers d'assurance, de placiers en machine à coudre, d'employés de maisons de vente de crédit, etc., ont dénoncé ces individus à M. Goron, commissaire de police, comme pouvant être les assassins du boulevard du Temple. Et cela pour la seule raison que la plupart d'entre eux sont toujours porteurs d'une serviette d'avocat. Pire, rue de la Rochefoucauld à Boulogne, la foule arrête le placier d'un grand magasin de Paris qui faisait ses offres de services dans des maisons du quartier parce qu'elle le prend pour l'assassin. Dans le numéro du Matin en date de 10 décembre 1891, on lit qu'on n'a décidément pas de chance dans le quartier du Temple. La nuit dernière, des malfaiteurs ont dévalisé une brasserie tenue par une dame Gobert au 48 boulevard du Temple, à côté de la maison du crime. On a dérobé dans le tiroir-caisse 1000 francs en billets de banque et des bijoux. Ce boulevard du Temple, on l'appelle au XIXe siècle le boulevard du crime. Si vous faites une recherche sur Wikipédia, par exemple, vous lirez que ce surnom est dû à la présence de plusieurs théâtres populaires, détruits par la réorganisation haussmannienne de 1862, dans lesquels on jouait des faits divers. Il y avait donc beaucoup de crimes, de vols, d'empoisonnements et autres morts atroces commis dans les théâtres de ce boulevard. En 1891, le journaliste du Matin a une autre explication. On surnomme le boulevard du Temple le boulevard du crime depuis l'attentat contre le roi Louis-Philippe en 1835 qui coûta la vie à 18 personnes. Les deux interprétations se mêlent sans doute et le meurtre qui vient d'y avoir lieu justifie sa sinistre réputation. Le quartier est cependant toujours fréquenté par le monde du théâtre et des acteurs. D'ailleurs, la police a cru tenir une piste avec un individu appartenant à ce milieu théâtral, de surcroît ami de M. Delard, le fils de la victime. Mais c'était encore une fausse piste. En somme, on cherche sans cesse, mais on ne trouve pas grand-chose. Il semble tout à fait extraordinaire que le coutelier qui a vendu à l'assassin l'instrument de son crime ne se soit pas encore fait connaître. On n'en connaît même pas encore la marque. On sait cependant désormais que ce n'est pas du tout un couteau de bazar, mais au contraire un instrument d'une solidité à toute épreuve. La lame est de la meilleure trempe et le manche de belle qualité. Il doit valoir 3 francs ou 3 francs 50. C'est de Lyon qu'arrive une piste concernant le couteau. Un employé du Grand Bazar de la rue de la République a donné le signalement d'un homme qui a acheté le 28 novembre dernier le couteau qu'il a vu en photo dans le journal. Le magasin en a vendu beaucoup de pareils, mais l'employé est sûr de son fait. Voilà qui ressemble, enfin, à une piste sérieuse. Et tout à coup, tout s'accélère. L'assassin du boulevard du Temple a séjourné à Lyon au moins du 26 au 28 novembre. Voilà comment la police en acquiert la certitude. L'employé du Grand Bazar de Lyon, qui s'appelle Meillon dans le Petit Parisien et Cochet dans le Matin, a déclaré que l'acheteur du couteau était vêtu d'un pardessus marron trop court, fin novembre donc. Mais le cocher et les autres personnes qui l'ont vu à Paris ont décrit un pardessus bleu côtelé. Si cet homme est le coupable, il a donc changé de manteau entre la fin novembre et le début décembre. C'est pourquoi les agents de la Sûreté de Lyon font toutes les boutiques de manteaux pour hommes de la ville avec le signalement du suspect. Et bingo! Un jeune homme de 25 à 28 ans a acheté dans un établissement du Pont-Neuf un manteau bleu côtelé. Il l'a même endossé sur le champ avant de préciser qu'il rentrait à son hôtel. À présent, la police lyonnaise interroge tous les hôteliers de la ville, de même que les gantiers, en présentant le gant trouvé dans la chambre de la baronne Delard. Le correspondant du journal Le Matin à Lyon
félicite M. Ramondanque, l'habile chef de la sûreté de Lyon, ainsi que les agents de son service qui, avec une perspicacité étonnante, viennent de jeter un peu de lumière sur cette sale affaire. D'autant plus qu'à Paris, on piétine toujours. Le 20 décembre, on lit dans Le Matin qu'en présence de la gravité des révélations qui ont été faites à la justice et, vu l'importance de l'enquête qui se poursuit à Lyon, le journalier a envoyé la veille un rédacteur spécial, dont voici le contenu de la première dépêche après un long entretien avec M. Ramondanque. Le chef de la sûreté de Lyon est persuadé que l'homme vu à Lyon est bien l'assassin de la baronne et qu'il a logé dans un hôtel lyonnais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun hôtelier n'a encore signalé sa présence. M. Ramondanque explique ce mutisme par la crainte que pourraient avoir les hôteliers lyonnais de discréditer leur maison en disant qu'ils ont reçu chez eux un assassin. Lors de l'affaire Gouffé, le même fait s'est produit. Gabriel Bompard et Michel Hérault étaient descendus le 28 juillet 1890 à l'hôtel de Toulouse, non loin de la gare Perrache. Ils avaient dans leur chambre une malle contenant le cadavre de l'huissier assassiné à Paris. Le garçon de l'hôtel avait eu son tablier maculé par le sang qui filtrait par les planches. Mais il n'a jamais raconté au juge d'instruction ce qui s'était passé dans l'hôtel. Au passage, si l'affaire Gouffé ne vous dit rien, je vous conseille d'écouter l'épisode de Sale Affaire intitulé « La malle sanglante de Millery ». Vous trouverez un lien en description. Le logeur qui a eu pour locataire le jeune homme à la serviette d'avocat appartient certainement à cette catégorie de personnes timorées qui préfèrent voir un crime rester impuni plutôt que de fournir à la police un renseignement pouvant mettre sur la trace du coupable. Et tout ça pour ne pas se créer d'embarras personnel. M. Ramondanque pense que cet assassin n'est pas lyonnais et que c'est un homme de passage. L'employé du Grand Bazar pense lui que c'est un étudiant car il a vu des livres scolaires et des cahiers de cours dans sa serviette. On apprend par ailleurs que le gant vient d'un gantier de l'avenue Victor Hugo. L'assassin s'est donc habillé de neuf à Lyon. Voici la description de l'assassin à laquelle la police est à présent parvenue. Il est d'une taille inférieure à la moyenne. Il porte une moustache châtain foncé, relevée en pointe aux extrémités de la bouche, et un chapeau haut de forme à bord plat. Il a une serviette d'avocat sous le bras. Un mandat d'amener est lancé pour un homme correspondant à cette description. C'est le journal Le Matin qui annonce le premier l'arrestation de l'assassin dans son numéro du 25 décembre 1891, 3 semaines après l'assassinat de la baronne. C'est un officier de l'armée française que ses dettes et ses appétits effrénés ont poussé à commettre ce crime affreux. Il se nomme Louis-François Anastet. Il est le fils d'un pharmacien parisien. C'est un jeune homme extrêmement intelligent qui s'est présenté aux examens de l'école polytechnique, mais il a échoué. Il s'est rabattu sur Saint-Cyr, où il a été admis dans un très bon rang. Il fait partie de la promotion du 1er octobre 1889. Il est sous-lieutenant au 158e régiment d'infanterie en garnison à Lyon. Il est le protégé de Paul Delard, le fils de la baronne assassinée et sous-chef du bureau de l'infanterie au ministère de la Guerre. Ce sont les époux Cadoret, les anciens domestiques de la baronne, qui le lui ont recommandé. La baronne elle-même s'intéressait à cet Anastet en raison des longs services rendus par les Cadoret. Elle l'aimait beaucoup et n'hésitait pas à l'aider. C'est parce que cet homme en lien avec les familles Cadoret et Delard avait disparu depuis quelques jours que la police s'est mise à sa recherche, d'autant plus que son apparence correspondait au signalement du suspect. Voici les raisons du crime d'après nos informateurs. En octobre dernier, Louis Anastet est mis en disponibilité pour une maladie des yeux. Mais ce n'est qu'un prétexte. Ce sont ses créanciers qui se sont plaints auprès de son colonel et le menacent de la police correctionnelle. Le jeune officier est aux abois. C'est alors que lui vient l'idée d'assassiner sa bienfaitrice baronne. Mais sans se départir de son calme,
Anastet nie être l'assassin. Jamais un officier n'a souillé son épaulette en répandant le sang autrement que sur un champ de bataille. Tous les témoins pourtant le reconnaissent, notamment la domestique Delphine Houbre, et sans la moindre hésitation. Louis Anastet est bien l'homme qui a essayé de la tuer. Elle est absolument formelle. Et on trouve dans sa chambre le fameux pardessus bleu et le chapeau haute forme à bord plat qu'il portait le 4 décembre quand il s'est présenté 6 rue des Filles du Calvaire, puis 42 boulevard du Temple. Voilà le jeune homme bien mal engagé. D'autant plus qu'il est facile de reconstituer son emploi du temps. À Lyon, les 27 et 28 novembre, il achète les vêtements et le couteau qu'on sait. Il loge alors chez sa maîtresse. Il quitte la ville le 2 décembre par le rapide de Marseille de minuit 29. À Paris, il descend à l'hôtel du Midi et du Nord, au 20 de la rue Notre-Dame-des-Victoires, chambre numéro 7, premier étage. Il ne fait pas de bruit, n'amène pas de femme et semble même doux et timide. À partir du 7 décembre, après le crime donc, il loge au 19 de la rue de Valois, troisième étage. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis époustouflée par la somme de détails fournis par Le Matin. La concurrence n'a pas encore annoncé l'arrestation que le journal interroge déjà tous ceux que le suspect Anastet a croisés à Paris. On comprend qu'il a des informateurs et même des appuis dans la police. Et on entend encore les cris de dépit des autres grands quotidiens à scandale qui viennent de se faire couper l'herbe sous le pied. Les journaux s'en donnent ensuite à cœur joie pour dépeindre cet Anastet. Il a des fréquentations détestables. Il passe la plus grande partie de son temps dans les estaminets et fait des femmes de mauvaise vie sa société habituelle. Il a d'ailleurs plusieurs maîtresses, une à Paris et 2 autres à Lyon. Le petit Parisien donne même l'adresse de l'une d'entre elles, au cas où on voudrait la voir de plus près. Bref, c'est un débauché et un joueur. À 4 heures de l'après-midi le 25 décembre, le suspect déclare qu'il a quelque chose à dire, mais qu'il ne parlera qu'en présence des membres de la famille Delard, avant d'éclater en sanglots. Il fait un récit sommaire de son crime en présence de M. Poncet, juge d'instruction, et avoue qu'il a tué pour voler. Il a alors besoin de 1800 francs pour payer ses dettes, et personne à Lyon pour les lui prêter. Il décide de se rendre à Paris, prêt à tuer quelqu'un pour se procurer l'argent. Il passe en revue tous les gens qu'il connaît et choisit la baronne Delard, qu'il croit très riche. Avant, au Grand Bazar de Lyon, il achète 2 couteaux, un long et large pour trancher et un plus petit et pointu pour piquer. Il quitte la ville en train et voyage en seconde classe en payant quart de place. Le 4 décembre, il se rend bien au 6 rue des Filles du Calvaire, croyant que la baronne habite toujours à cette adresse, puis au 42 boulevard du Temple. Il monte voir la baronne chez elle et lui demande 1800 francs. Son grand couteau est caché dans son manteau et le petit dans la poche de son pantalon. Il frappe la baronne, puis s'abonne quand elle rentre. Il se sauve, sachant que celle-ci n'est pas morte. Il n'a pas de serviette d'avocat avec lui, comme l'ont prétendu tous les témoins, mais un parapluie. Il retrouve son calme en descendant, s'adresse à la fille de la concierge, puis sort sur le boulevard en feignant le calme. À présent, si vous pensez que la police a retrouvé cet assassin grâce à l'accumulation des témoignages précis que j'ai rapportés dans mon récit, vous vous trompez. Écoutez ça. D'abord, vous avez compris qu'Anastet n'a jamais porté de serviette porte-documents sous le bras, à l'inverse de ce que beaucoup ont affirmé. Ensuite, il n'a pas acheté un couteau au Grand Bazar de Lyon, mais 2, et pas le jour indiqué par le vendeur. Pire, il n'a jamais acheté de pardessus à la maison du Pont-Neuf. Celui qu'il portait le jour du crime vient de l'atelier du maître tailleur du 158e de ligne. Il n'est pas du tout semblable à celui que le chef de la sûreté de Lyon a acheté au Pont-Neuf et a envoyé à Paris pour comparaison. Pas du tout. Il ne reste pas grand-chose des dépositions des témoins.
Il ne faut pas perdre de vue que ces témoins lisent les journaux et que cette lecture modifie leurs souvenirs. Ils lisent que l'homme recherché portait un porte-document et hop, le parapluie, un simple accessoire somme toute, se transforme en porte-document. Quant à ceux qui inventent, ils sont sans doute de bonne foi et contents de participer à une enquête policière sensationnelle. Le journal Le Matin poursuit ses investigations et interroge de nombreux proches de Louis Anastet. Il interroge Madame Labbé des Londes, chez laquelle il a dîné en toute gaieté le soir du crime. Elle est veuve d'un commandant de gendarmerie et a du mal à croire à la culpabilité de ce charmant garçon, qui cependant l'a questionnée sur l'argent qu'elle gardait chez elle. Heureusement, elle place tout à la banque, sinon elle ne serait peut-être plus de ce monde. Un autre journaliste mène même une enquête à Lyon, notamment près des anciens collègues d'Anastet au 158e de ligne. Il l'aimait bien en raison de la douceur de son caractère, mais peu à peu, les dettes l'ont placé dans une situation difficile et son humeur s'est aigrie. Aucun, cependant, n'imaginait qu'il deviendrait un assassin. Le journaliste questionne également sa propriétaire, qui raconte qu'elle voyait fréquemment plusieurs femmes se succéder dans la même journée au logis de son locataire. Parmi elles, une certaine mademoiselle Gonzalez, danseuse au théâtre de Bellecour. Changeons de journal et voyons ce qui se passe dans le quotidien Le Temps. Il décroche carrément une interview du père de l'assassin, qui demeure 25 passages Saunier, car, comme toujours, l'adresse est livrée en pâture aux curieux, où il dirige une pharmacie et un cabinet médical. Ce monsieur Anastet a été poursuivi il y a quelque temps pour exercice illégal de la médecine et frappé d'une condamnation. Dans le journal La Croix, on lit même que sous le pseudonyme de Docteur Armand, il fait de nombreuses annonces dans les urinoirs. On comprend qu'il se spécialise dans les maladies vénériennes. Le journaliste commence par lui demander s'il est bien le père du jeune officier arrêté. Il confirme dans un sanglot, puis retrouve son calme et donne les renseignements les plus précis sur la vie de son fils et sur ses relations avec la famille Delard. Il confirme l'affection de la baronne pour Louis, dès son plus jeune âge. C'est le baron qui lui a conseillé de s'engager dans l'armée. C'est alors qu'il était en garnison à Lyon qu'il a commencé à jouer et à avoir de mauvaises fréquentations. Le journaliste interroge le père Anastet sur l'attitude de son fils après l'assassinat, avant que le père n'apprenne la culpabilité de son fils, bien sûr. Était-il triste, préoccupé ? Pensez-vous, c'était la gaieté même, il chantait et sifflait toute la journée. Il est probable que le père ne se rend pas compte que le portrait qu'il brosse de son fils est terrible. C'est un monstre d'indifférence qui ne semble pas du tout regretter son geste ou s'en préoccuper. Ce portrait pèsera sans doute lourd en cour d'assises. Le procès de Louis Anastet s'ouvre le 25 février 1892, moins de 3 mois après les faits, devant la cour d'assises de la Seine, à Paris. Il plaide coupable. Toute la question est de savoir s'il sera ou non condamné à mort. Car son défenseur, maître Robert, soulève la question de la responsabilité pénale. Avant même l'ouverture des débats, il se lève et demande l'examen médical de son client, auquel on n'a pas encore procédé. En effet, en novembre 1891, à Lyon, des médecins militaires ont examiné Anastet et l'ont réformé en raison d'une infirmité temporaire aux yeux. Selon maître Robert, cette infirmité est l'indice certain ou le symptôme prémonitoire de maladies graves du cerveau. Il cite un grand médecin, le docteur Koenig, qui affirme que les rapports entre l'œil et le cerveau sont assez intimes pour que l'on puisse dire que l'œil est le miroir du cerveau, l'avant-garde de l'encéphale. Le professeur Charcot lui-même dit que les lésions du nerf optique révèlent très souvent une lésion du cerveau et des méninges. L'avocat cite d'autres éminents médecins. Or, depuis son arrestation, Anastet n'a été l'objet d'aucun examen médical. Sa vie étant en jeu, il faut statuer sur sa responsabilité ou non.
L'avocat en appelle donc au concours de médecins légistes, seuls compétents pour se prononcer. L'avocat général se lève alors et déclare que tout désigne Anastet comme le scélérat le plus conscient, le plus volontaire et le plus réfléchi qui soit. Sa vie, la culture de ses mauvais instincts, ses habitudes, la façon dont il a combiné et accompli son crime, tout prouve la parfaite intelligence. Alors, Anastet va-t-il être sauvé par ses yeux? Ses yeux qui ont vu, le 4 décembre, la bienfaitrice souriante, mais n'ont pas hésité une seconde à planter le poignard fatal dans sa gorge? Cette maladie des yeux qu'invoque le défenseur n'est pas incurable. Le certificat délivré par les médecins militaires était surtout une façon rapide et discrète de se débarrasser d'un militaire dont les mœurs de plus en plus dissolues faisaient tache dans les rangs. Certains ont même diagnostiqué une anémie de la rétine causée par des excès vénériens. Quelle autorité peut donc avoir ce certificat médical? Depuis quand une atrophie du nerf optique conduit-il à la folie? La Cour doit statuer sur la demande de l'avocat d'Anastet. Elle décide de le faire après avoir entendu l'accusé et les témoins. Tous se succèdent à la barre, sauf le père d'Anastet sur demande de l'avocat général et du défenseur. Le pauvre homme est trop accablé de douleur et son témoignage n'apporterait rien. Après 2 jours de procès, la Cour se retire d'abord pour délibérer sur les conclusions de maître Robert tendant à faire examiner l'accusé. Après 10 minutes de délibération, elle rejette la demande. Ensuite, le réquisitoire de l'avocat général commence par ces mots. « Si la liberté n'est pas un vain mot, jamais homme ne fut plus libre qu'Anastet d'orienter sa vie vers le bien. Anastet est un heureux, un privilégié. Il n'est pas de ceux qu'on juge d'habitude, qui ont connu les affres de la faim et ont grandi sans exemple ni conseil. Pour l'avocat général, Anastet appartient à cette catégorie d'hommes qui veulent vivre sans travailler, qui n'ont et ne veulent avoir que de mauvais instincts et qui sont pour la société un danger permanent. Ils sont l'armée du crime. Cet homme qui n'a montré aucun remords est un sournois et un vaniteux. » Sans surprise, l'avocat général demande la peine de mort. La brillante plaidoirie de maître Robert ne peut rien. Louis Anastet est jugé coupable sans circonstances atténuantes. Il est condamné à la peine de mort. Le lendemain, les journaux, dans leur grande majorité, se satisfont du verdict. On lit cependant dans La Cocarde une prise de parole indignée du journaliste Édouard Ducret. Certes, il y eut rarement criminel moins digne de sympathie que cet officier français assassin parce qu'il ne pouvait pas payer ses dettes. Mais il y a des principes de droit au-dessus de l'entraînement des foules et on se demande comment les magistrats ont pu l'oublier. Devant la possibilité d'un doute, qui a le droit d'affirmer qu'Anastet n'est pas fou? Les magistrats ou les médecins? Ducret estime monstrueux d'avoir refusé l'examen médical demandé par la défense. C'est si horrible, la peine de mort, ce droit d'assassinat que s'arroge la société, cette faculté légale de punir un crime par un autre crime, cette négation du seul principe qui peut civiliser réellement le monde, l'inviolabilité de la vie humaine. Faut-il jeter sous la guillotine des hallucinés que réclame le cabanon? C'était pourtant si simple cet examen. Mais non, les juges se sont fait les fidèles échos de la foule. Comme nous sommes loin de Victor Hugo et de Claude Gueux, termine le journaliste de La Cocarde. Le verdict rendu, le procès Anastet fait donc encore couler de l'encre et pas seulement chez les adversaires de la peine de mort. Un journaliste du Matin a pris la peine de demander son avis sur Anastet au professeur Cesare Lombroso, criminologue italien. Il est célèbre pour ses thèses sur le criminel né. Selon lui, la criminalité est innée et même parfois héréditaire et peut se déduire de caractéristiques physiques.
Ces théories vont à l'encontre de celles d'Alexandre Lacassagne, médecin et criminologue français que les auditeurs et auditrices fidèles de Tout Oui Podcast connaissent bien. Lacassagne estime, lui, que c'est le milieu qui fait le criminel. D'après le professeur italien, la photographie d'Anastet ne représente pas le type du criminel né, mais bien celui d'un viveur et d'un débauché. D'autre part, un aliéniste français qui, lui, a assisté au débat, estime que si Anastet présente une atrophie, c'est une atrophie complète du sens moral. La messe est dite. Rien ne peut plus sauver Anastet dans l'opinion publique. Les journaux pourtant se repaissent encore longtemps du drame en attendant l'exécution. Ils tournent autour de sa famille, son père et son frère, comme des corbeaux avides. Car les malheureux écrivent à la presse pour sauver leurs fils et frères de l'opprobre. Le père va même jusqu'à écrire une supplique au président Carnot pour obtenir la grâce de son fils. Pour échapper au commérage, il déménagera tandis que son fils survivant changera de nom. Rien n'y fait. Louis Anastet est guillotiné le 9 avril 1892, place de la Roquette à Paris. Le père se démène pour que le cerveau de son fils soit autopsié et démontre la folie. Mais il n'obtient pas gain de cause. Louis Anastet reste pour l'histoire un vulgaire assassin. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Tout Oui.